aujourd'hui un chapitre essentiel, primitive d'une fonction. Et peut-être on suivra avec la suite qui s'appelle intégrale. Alors, premièrement, primitive d'une fonction. Voici les chapitres, les paragraphes, rappel pour les dérivés, définition d'une primitive, signification graphique, etc., etc. Alors, je commence par un tout petit rappel. Nous savons que f' de x égale df sur dx. Que veut dire df ou dx? Eh bien, voilà la représentation d'une fonction. Et ici, une première valeur de x, x0. Une deuxième valeur, x. La différence entre les deux valeurs de x, à condition que x soit très rapproché d'x0, s'appelle df. Voici f de x0. Voici f de x. Je projette f de x0 sur f de x. Alors, regardez bien, voilà f de x. Voilà f de x0. Et cette différence s'appelle df. Je retrouve ici dx. Et df sur dx s'appelle la dérivée de la fonction petit f. Changeons les lettres pour nous habituer. U' de x égale du sur dx. V' de x égale dv sur dx, etc., etc. Et finalement, j'aurai besoin tout à l'heure de S' de x, où S est une surface, eh bien, c'est égal à ds sur dx. Tous ces noms, dx, dv, sont de très petites différences appelées différentielles. Alors que si vous voyez dans un livre delta x, delta y, delta f, ce sont des différences assez grandes. Mais chaque fois qu'il est écrit petit d, ce sont des différences infiniment petites et qu'on appelle différentielles. J'ai fini les notations. Alors maintenant, définition d'une primitive. Je commence par un exemple. Je pose grand f de x égale x au carré plus constant. J'appelle petit f de x 2x. Eh bien, sur cet exemple facile, vous voyez que grand f' de x, c'est 2x, c'est-à-dire petit f de x. Donc, grand f' de x égale petit f de x. Maintenant, là, chaque fois qu'on marque x, on a les valeurs numériques des fonctions. Parlons juste fonction, c'est-à-dire grand f' égale petit f. Alors, petit f, écoutez bien, c'est la partie essentielle. Petit f est la dérivée de grand f. Inversement, grand f s'appelle la primitive de petit f. Je l'écris tellement c'est important. Petit f est la dérivée de grand f. Relation inverse, grand f s'appelle la primitive de petit f. D'ailleurs, chaque fois que dans un exercice on vous dit démontrer que grand f est la primitive de petit f, eh bien, vous dérivez grand f et vous montrez que c'est égal à petit f. Donc, voilà la définition de la primitive. Troisième paragraphe. Signification graphique.
signification dans un repère, signification graphique de la primitive. Eh bien, je vais vous montrer que une primitive, c'est la mesure d'une surface. Alors, j'explique. Voici, pour expliquer, la représentation graphique d'une fonction f, voilà, définie et positive dans un intervalle AB. Et voici la parallèle à l'axe des Y menée à partir du point d'abscisse X. Cette surface que je vous montre s'appelle un domaine. D. Un domaine. Et la mesure de cette surface, là voilà, c'est une surface que nous allons voir qui est algébrique, soit positive, soit négative. Comment mesurer cette surface? Pour toute mesure, il faut une unité. Alors, l'unité de surface, c'est la surface du carré qui est construit sur les vecteurs unités. Donc, voilà une unité de surface. Et maintenant, on veut mesurer S avec cette unité de surface. Cette courbe que j'ai tracée représente une fonction f et l'équation de la courbe, c'est y égale f de x. Comment calculer la mesure de S en fonction de x? Eh bien, on va faire varier x d'une quantité infiniment petite. Moi, au tableau, pour que vous voyez quelque chose, je suis obligé d'exagérer. Mais s'il vous plaît, dans votre esprit, imaginez une variation de x, appelée dx, infiniment petite. Alors, cette surface S, au lieu de s'arrêter à cette parallèle de mesure f de x, à x correspond à dx. Eh bien maintenant, x s'arrête ici, c'est-à-dire à x plus dx, à cette abscisse ici, qui vaut x plus dx. Et si x varie de dx, la surface S, elle ne s'arrête plus pour x, elle va s'arrêter ici. Donc, elle va varier d'un élément de surface, d'un morceau de surface. Une dernière fois, je vous dis, imaginez ce dessin avec des x infiniment petits. Donc, la variation ds de la surface S est égale à l'aire d'un rectangle de côté f de x et dx. Pourquoi me suis-je permis de dire que nous avons un rectangle? Parce que toujours dx est infiniment petit. Donc cette erreur que l'on commet en prenant dx important, on ne la commet plus en pensant dx infiniment petit. Donc ds égale l'aire de ce rectangle de côté f de x et dx. Divisons par dx. Je simplifie. Donc, regardez, petit f de x égale ds sur dx. Et j'ai pris soin, tout à l'heure, de vous montrer ds sur dx. C'est s' de x. Donc, je le mets ici, petit f de x égale s' de x. Là, ce sont les valeurs numériques des fonctions. Donc, en parlant juste fonction, petit f égale s'. Tiens, petit f, donc, est la dérivée de la mesure de grand S. De grand S. Inversement, eh bien, grand S
hein, la mesure de grand F, et la primitive de petit f. Donc, cette fonction grand S de x est la primitive de la fonction f qui a été tracée et qui coiffe la surface. Donc, cette surface f, grand S de x, est la primitive de petit f de x, dont l'équation, vous voyez, a permis de construire cette courbe, et cette courbe arrête la surface S. Donc, S de x est la surface comprise entre la courbe, l'axe des x, et les deux parallèles à l'axe des y, d'abscisse petit a et x. Comme c'est très long à dire, on a l'habitude dans les problèmes de dire grand S, c'est la surface en dessous de la courbe. On l'appelle comme ça, en dessous de la courbe. Alors, je refais un dessin plus clair. Voici petit a. La fonction L est définie entre a et b. Elle est positive pour simplifier, mais après, tout à l'heure, on fera tous les cas. Voici l'abscisse x et voilà S. Du moment que S est la primitive de petit f, comment allons-nous l'écrire? On va l'écrire comme ici. Vous voyez, f de x égale petit f de x plus constant. On va l'écrire pareil. Donc, S fonction de x égale grand f de x plus constant. C'est ainsi qu'on écrit la primitive de petit f. Comment trouver la valeur de la constante? Eh bien, tout simplement en disant que si l'on donne à x la valeur petit a, regardez, x est une variable, et si moi je donne à x la valeur petit a, il ne reste plus rien de la surface, juste un trait. Donc, S de a égale 0. Je répète, regardez, voici petit a, voici x, et la surface S. Eh bien, si je fais déplacer x, la variable, vers a, par exemple, x est ici maintenant. Où est S? Eh bien, voilà S. Et je continue. Si x s'approche davantage, où est la surface entre a et x? La voilà. Donc, carrément, si x est égal à a, il ne reste plus qu'un trait qui n'a pas d'épaisseur. Donc, la surface est égale à 0. Écrivons cette condition ici. S donnant à x la valeur petit a. Ça fait S de a, c'est-à-dire 0, égale f de a plus constante. Donc, la constante est égale à moins f de a. Je répète cette écriture. S de x égale grand f de x plus constante. Et bien maintenant, j'efface la constante et je dis qu'elle est égale à moins f de a. Et voilà. Donc, si l'on tient compte du début de la surface, à quoi est égale la surface depuis a jusqu'à x? Voilà à quoi elle est égale. F de x moins f de a. Cas particulier, si la surface commence à a, qui est fixe, et finit cette fois-ci à b, qui est fixe, au lieu de x, vous voyez, x va s'arrêter sur b. Eh bien, pour trouver la surface S, on va remplacer x par petit b, puisque x s'arrête sur petit b. On cherche la surface entre a et b. Donc, la surface qui commence à a et qui finit à b, eh bien, on remplace ici x par petit b, et ça donne f de b moins f de a. Et voilà. La première partie de la leçon est terminée. Qu'est-ce qu'il y a à retenir? Eh bien, d'abord, que si l'on a f' égale f, petit f est la dérivée de grand F, inversement, grand F
la primitive de petit f. Ensuite, quelle est la représentation graphique d'une primitive? Eh bien, une primitive est la valeur numérique d'une surface. Regardez, petit f égale S'. Donc, f est la dérivée de grand S, et grand S est la primitive de petit f. Comment écrire grand S dans la valeur numérique? Eh bien, voilà, S de x égale grand f de x plus constante. Que fait ici cette constante? Eh bien, la constante dépend de l'origine petit a de la surface. Donc, x étant la variable, on la fait varier et on la met sur a. Mais alors, si x vient carrément sur a, voilà x, il ne reste plus qu'un trait de cette surface qui n'a pas d'épaisseur, donc la surface S de a égale 0. Je remplace x par a partout, ça fait 0 égale f de a plus constante. Donc la constante est égale à moins f de a. On remplace ici la constante par moins f de a et ça donne surface qui dépend de x, la primitive, égale grand f de x moins grand f de a. Et si x arrête de varier sur b, eh bien, ça nous donne la surface qui commence à a, qui finit à b, depuis a jusqu'à b, égale f de b moins f de a. Maintenant, comment calculer la surface comprise entre deux courbes? Voici la courbe qui représente f d'équation y1 égale f de x et la courbe qui représente la fonction g, cg. Voilà. Et on voudrait trouver la surface comprise entre ces deux courbes qui va de a jusqu'à x. Donc, je répète, on veut maintenant mesurer juste cette surface, comprise entre les deux courbes, qui commence à a et qui finit à x. Bien, comme tout à l'heure, on fait varier x de dx, comme tout à l'heure. Et vous pensez à dx infiniment petit. Donc, cette surface S va finir ici. Par rapport à ce qu'elle était, elle a varié de cette région que je vais appeler ds. À quoi est égal ds? C'est encore l'aire d'un rectangle. Mais ici, on a y1. Voilà, y1. Là, on a y2. Parce qu'ici, on a y2 égale g de x. Donc, à quoi est égale cette hauteur? Eh bien, elle est égale à la différence y1 moins y2. y1 moins y2, et on multiplie par dx pour avoir l'aire du rectangle. Je reprends. À quoi est égal ds? D'abord, si x varie de dx, la surface S varie de ds. Le voilà. Et ds, je dis que c'est encore un rectangle à condition de penser un dx infiniment petit. Donc, nous avons ds divisé par dx égale y1 moins y2. Donc, ds sur dx, c'est-à-dire s' par rapport à x, égale f de x moins g de x. Oublions x pour parler juste des fonctions. Eh bien, s' égale petit f moins petit g. Donc, réciproquement, dans la relation inverse, grand S est la primitive de petit f moins g. Voilà. Parce que f moins g, c'est la dérivée de s. Inversement, grand S est la primitive de f moins g. Et on écrira s de x égale primitive de f moins g, ça fait f de x moins g de x. Donc, pour calculer la surface comprise entre deux courbes, eh bien, on prend la primitive de la différence des ordonnées. Mais attention, cette hauteur vaut y1 moins y2.
parce qu'on fait la surface entre F et G. Mais si on voulait la surface depuis G jusqu'à F, eh bien on dirait Y2 moins Y1. Attention au départ et à l'arrivée. Voilà donc les généralités sur la mesure de la surface S. Maintenant, je vous avais promis de trouver le signe de la surface, qui est la surface du domaine, sous la courbe. Alors, signe de S. Bon, je remets quand même de la surface S. Quel est son signe? En une demi-phrase très simple, le signe de S, c'est le signe des ds qui composent S. Donc tout dépend du signe de ds qui compose S. Alors, voici le premier cas. Voilà A, voilà X, et j'ai pris une courbe au-dessus de l'axe des X. Et cette surface S est la somme de nombreux ds. Voilà l'un d'eux. Voici l'un des ds. Quel est son signe à ce ds? Eh bien, il est égal à f de x, comme tout à l'heure. Hein, si je prends x ici, voilà dx. Donc, ds égale f de x que multiplie dx. C'est l'aire d'un rectangle élémentaire. Quels sont les signes? Eh bien ici, f de x est positif. Et dx, puisqu'on va de a jusqu'à x, tous les dx vont dans le sens positif. Donc, eux aussi sont positifs. Donc, ds est positif et S a le même signe que l'ensemble des ds. Donc, ici, S est positif. Donc, cette surface a une mesure positive. Deuxièmement, voici la courbe. Voici le départ, l'origine de la surface. Et cette fois-ci, je prends x ici. C'est le cas de la fonction logarithme népérienne. Donc, nous avons ici l'origine et on a le droit de faire varier x comme on veut. Cette fois-ci, il vient à gauche de petit a. Voici l'un des ds. Le voilà. Ça, c'est f de x. Voilà ici dx. Donc, ds égale f de x que multiplie dx. Étudions les signes. D'accord, f de x est positif. Mais, pour aller de a à x en sens contraire du sens positif, voici les dx. Pour aller de là à là. Et vous voyez qu'il varie en sens contraire de l'axe des x. Donc, chacun de ces dx est négatif. Donc, on comptera cette surface négative. Donc, ici, S est négatif. Continuons. Troisième cas. Voici la courbe. Voici le départ, A, et jusqu'à X. Et voici S. Quel est le signe de S? Eh bien, je prends un rectangle élémentaire de surface. Voilà f de x. Et voilà dx. Et la surface élémentaire, ds, est égale à f de x fois dx. Quel est le signe de f de x? Eh bien, en bas de l'axe des x, c'est négatif. Et dx, pour aller de a à x vers la droite, tous les dx sont positifs. Donc, dx est positif. Et finalement, eh bien, cette surface S, qui est l'ensemble de tous ces ds, moins par plus, ça donne moins. Donc, on aura ici S négatif. Donc, cette surface est négative. Quatrième cas, et le dernier. Voici la courbe. Voici le départ.
Et maintenant, à l'arrivée, nous sommes à gauche de petit a. Quel est le signe de cette surface? Eh bien, on prend un élément de surface. J'ai dit tout à l'heure que le signe de S, c'est celui de l'ensemble des ds. Alors, calculons ds. Ici, ds égale f de x, le voilà, f de x, que multiplie dx, voilà dx, le voilà, que multiplie dx. Regardons les signes maintenant. F de x en bas de l'axe des x est négatif. Et pour aller de A jusqu'à x vers la gauche, tous les dx sont négatifs. Voilà, pour former tous les ds. Donc dx aussi est négatif. Et moins par moins donne plus. Donc cette surface S est positive. Et voilà les 4 cas. Donc de A jusqu'à x ici, S est positif. Après, si x vient à gauche de A avec f de x positif, la surface est négative. Après, si la courbe est en dessous de l'axe des x, quel est le signe de ds, ce morceau ds? F de x est négatif, et pour aller de A à x vers la droite, tous les dx vont vers la droite, ils sont donc positifs. Moins par plus, ça donne moins. Et enfin, ici, voilà la courbe. On prend A là, x vers la gauche, et bien, un morceau de surface, un élément de surface, a pour surface f de x dx. Regardons les signes. F de x est négatif. Et dx aussi, on va vers la gauche. Donc il est négatif. Eh bien, le ds est positif. Et comme S est formé par l'ensemble des ds, eh bien, chacun d'eux est positif. Donc leur ensemble aussi est positif. Donc S est positif. Maintenant, il y a une autre manière de trouver le signe de S. Regardez, un mathématicien a trouvé une méthode rapide pour donner le signe de la surface. Il a dit, on fait le tour de la surface depuis A jusqu'à X dans les 4 cas qui sont là. On fait le tour de la surface, S, en commençant par l'axe des X. Alors voilà, je le fais. Et on fait le tour. Voilà le mouvement. Voilà encore le mouvement et le mouvement. Comment avons-nous tourné? On a tourné dans le sens positif trigonométrique. Regardez, on tourne dans ce sens, alors S est positif. Deuxième cas, on fait le tour de la surface. Voilà. En commençant par l'axe des X et par le nombre A, bien sûr, c'est l'origine. Alors, je fais le tour, regardez, en commençant par l'axe des X. Voilà, voilà mon chemin, voilà mon chemin, et voilà mon chemin. Et vous voyez que j'ai tourné dans le sens négatif, trigonométrique négatif. Et la surface est négative. Et ici, allez, allons-y. On fait le tour de la surface en commençant par A et par l'axe des X. Regardez, voilà, voilà mon chemin, et voilà mon chemin. J'ai tourné dans le sens négatif, trigonométrique, donc la surface est négative. Et enfin, ici, allez, on commence à A. Et on commence par l'axe des X. Voilà le mouvement, le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième mouvement. Eh bien, il s'est fait dans le sens positif. Donc la surface est positive. Voilà, j'ai rempli gentiment mon tableau, le temps d'effacer, et je suis à vous dans 1 minute. Je continue la leçon avec le calcul des primitives, en commençant par la primitive d'une fonction puissante. Et pour expliquer rapidement, je vais me permettre, par exemple, de dire la dérivée de x2, et je vais l'écrire comme ça. Autrement, il faut dire, on considère f tel que f de x égale x2, et puis on calcule f'. Tout ça, ça fait prendre du temps, ça fait perdre du temps. Donc je me permets aujourd'hui
de prendre une forme facile. Alors, quelle est la dérivée, voilà, de x à la puissance n plus 1? Allons-y. Ça nous donne n plus 1 fois x puissance n. Bien. Nous allons diviser les deux membres par n plus 1, mais attention, bien sûr, c'est grave. Il faut que n plus 1 soit différent de 0. Donc n doit être différent de moins 1. Vous voyez, j'ai écrit gigantesque pour ne pas que vous oubliez. N, ici, il doit être différent de moins 1 parce qu'on ne peut pas diviser par 0. Alors, donc, je peux simplifier. C'est-à-dire que la dérivée de x puissance n plus 1 sur n plus 1 est égale à xn. Et si j'ajoute une constante, ça ne change rien à la dérivée. Donc, x puissance n est la dérivée de x puissance n plus 1 sur n plus 1 plus constante. Je l'écris tellement c'est important. Donc, xn, la valeur numérique xn, est la dérivée de x puissance n plus 1 sur n plus 1 plus constante. Bien sûr, avec n différent de moins 1. Très grave. Alors, inversement, x puissance n plus 1 sur n plus 1 plus constante est la primitive de xn. Primitive de xn. Voilà. Alors, tableau, pour nous entraîner un peu, fonction primitive. Donc, pour n différent de moins 1, vous voyez combien de fois je répète. Certains vont dire que je radote, mais c'est très important. Pour n différent de moins 1, xn a pour primitive xn plus 1 sur n plus 1 plus constant. Voilà. Exemple, quelle est la primitive de x2? Regardez, on fait tout le contraire des dérivés. N va augmenter de 1. Dans les dérivés, ça diminue. Et dans la dérivée, on multiplie. Là, on va diviser. Tout le contraire, puisque ce sont des relations inverses. Alors, x2 a pour primitive x3 sur 3 plus constant. J'ai ajouté 1 et j'ai divisé par n plus 1. Je recommence. Quelle est la primitive de x2? N vaut 2. J'ajoute 1, ça fait 3. Et je divise par l'exposant. 3. Et voilà. Allez, encore. Primitive de x5. J'ajoute 1, donc ça fait x6, et je divise par ce nombre, plus constant. Et, ma foi, si je dis 4, c'est un nombre constant. Quel est le nombre qui, une fois dérivé, donne 4? Eh bien, ce sera 4x plus constant. Quelle est la primitive de moins 3? Eh bien, ce sera moins 3x plus constant. Parce que, dans un sens, vous avez la primitive, dans l'autre sens, vous avez la dérivée. Contrôlez vous-même. Continuons. Fonction primitive. Si j'écris lambda x au cube, où lambda est un nombre fixe, quelle est sa primitive? Eh bien, ce sera lambda x4 sur 4 plus constant. Pourquoi? Eh bien, il suffit de dériver pour avoir la preuve. Il faut qu'on trouve lambda x3. La dérivée de x4, c'est 4x3, divisé par 4, ça fait x3, multiplié par lambda, ça fait lambda x3. Après, la primitive de f de x plus g de x. Eh bien, ce sera grand f de x plus grand g de x. Et pourquoi? Eh bien, il suffit de faire le calcul à l'inverse. La dérivée de f de x, c'est petit f de x, celle de g de x, c'est petit g de x. Et la constante a une dérivée nulle. Après,
des primitives de racine de x. Eh bien, racine de x, c'est x à la puissance 1/2. Donc, quelle est sa primitive? Eh bien, je prends la formule générale. La voilà. xn a pour primitive xn plus 1 sur n plus 1. Donc, ici, ça fait x puissance 1/2 plus 1 sur 1/2 plus 1 plus constant. Regardez, en mathématiques, un retour en classe de quatrième. x3 que multiplie x5. Ça fait x puissance 3 plus 5. Réciproque. X puissance 3 plus 5. On peut l'écrire x3 fois x5. Donc, x puissance a, facteur de x puissance b, voyez, c'est égal à x a plus b. Donc, x puissance a plus b, ça fait xa, facteur de xb. J'applique ça ici. Donc, primitive de racine de x, c'est x puissance 1 fois x puissance 1/2 sur 1/2 plus 2/2, 3/2, c'est-à-dire 2 tiers. Parce qu'on divise par 3/2, donc on multiplie par 2 tiers plus constant. Et finalement, ça me donne 2x racine de x sur 3. Voilà. Continuons les exemples. Fonction primitive racine cubique de x. Ça veut dire x à la puissance 1 tiers. Donc, pour la primitive, ça fait x puissance 1 tiers plus 1 sur 1 tiers plus 1 plus constant. Ça fait x puissance 1 que multiplie x puissance 1 tiers. Je reviens à racine cubique. Et divisé par 3 tiers plus 1 tiers, ça fait 4 tiers. On divise par 4 tiers, donc on multiplie par 3 quarts. Et à la fin, vous ajoutez la constante. Voilà. Alors, quelle est la primitive de moins 2x au cube plus 5x au carré moins x plus 8? Eh bien, on va prendre les primitives de chacun de ces nombres. Ça fait moins 2. Pour x3, ça fait x4 sur 4, plus 5. J'ajoute 1, ça fait x3 sur 3, moins x à la puissance 1. J'ajoute 1, ça fait 2, et je divise par 2, plus 8x plus constant. Et après, bien sûr, on peut simplifier 2 et 4. Voilà. Donc, ça fait x4 sur 2. Un dernier exemple de polynôme, eh bien, x2 plus 7x moins 3. Quelle est sa primitive? Eh bien, ça fait x3 sur 3 plus 7. Là, on a x puissance 1. Ça fait x2 sur 2 moins 3x plus constant. Voilà. Et maintenant, bien sûr, on va prendre x au dénominateur. Quelle est la primitive de 1 sur x4? Eh bien, on l'écrit d'abord sous la forme x puissance n. Donc ça fait x puissance moins 4. Attention aux fautes de calcul, par distraction. Alors, la primitive, ça fait x puissance moins 4 plus 1. Je vais doucement. Sur moins 4 plus 1, plus constant. Ça fait x puissance moins 3 sur moins 3 plus constant. Le moins, le voilà. Le 3 en bas, le voilà. Et x puissance moins 3, je reviens à la forme normale, c'est-à-dire 1 sur x3, plus constant. Si vous avez bonne mémoire, vous avez le droit de passer directement de la question au résultat. Comment? Eh bien, voilà comment je fais moi. Si vous avez 1 sur x4, ça donne moins, vous mettez moins, et à la fin, le 4 va devenir 3x3. Exemple, 1 sur x8. Directement, ça fait moins, ça fait gagner beaucoup de temps. Moins
Et le 8 va me donner 7x7 plus constant. Encore. 1 sur x5. Quelle est sa primitive? Ça fait moins 1 sur 4, 4. Vous voyez, ça, il va donner 4, 4. Ça fait 4x4 plus constant. Et maintenant, je fais un petit peu le naïf. Quelle est la primitive de 1 sur x? C'est-à-dire x à la puissance moins 1. Essayons d'appliquer la formule qui est là. Xn a pour primitive xn plus 1 sur n plus 1 plus constant. Alors, ça donnerait ici, si on pouvait appliquer la formule, moins 1 plus 1 divisé par moins 1 plus 1 plus constant. Au secours, x puissance 0, ça fait 1, et en bas, ça fait 0. Donc, ce calcul est impossible. Pourquoi est-il impossible? Parce que justement ici, n est égal à moins 1. Or, j'ai crié, j'ai dit n dans ce paragraphe est différent de moins 1. Maintenant, pour x puissance moins 1, la primitive existe, mais on ne peut plus la calculer avec cette formule. Elle existe et on l'a appelée logarithme népérien. Ce sera l'objet de la puissance, vous voyez, de la prochaine leçon, logarithme népérien de x, écrit en résumé ln de x. Donc, ce sera l'objet de la prochaine leçon. La primitive de 1 sur x est égale à ln de x. Maintenant, encore des exercices. On a la fonction définie par f de x égale moins x2 plus 4x moins 3, qu'on va appeler CF. Question, quelle est la mesure de la surface en dessous de CF? Bien. Alors, c'est la fonction trinôme. Son sommet est défini par x égale moins b sur 2a. Moins 4 sur moins 2, ça fait 2. Voici l'axe de symétrie. La courbe est une parabole, dont l'axe de symétrie est défini par x égale 2. Et maintenant, on cherche la surface comprise entre la courbe et l'axe des x. Eh bien, on va chercher pour quelle valeur f de x s'annule. Racine évidente 1 et 3. Pour 1 et pour 3. F de x s'annule. Et quel est ce sommet? Remplaçons x par 2. Ça fait moins 4 plus 8. Ça fait 4. Moins 3, ça fait 1. Voilà le sommet S. Et voici la surface qu'on nous demande de calculer. Là, voilà, c'est celle-là. Avec comme unité, le repère étant orthonormé, voilà la surface unité. Quelle est celle-ci? Bien. Eh bien, on va d'abord chercher la primitive. Alors, grand F de x égale moins x3 sur 3 plus 4 x2 sur 2. Ça fait 2x moins 3x plus constante. Et maintenant, on va chercher la surface depuis 1 jusqu'à 3. Donc, la surface qui commence à 1 et qui finit à 3 sera égale à, on a vu ça tout à l'heure, f de 3 moins f de 1. Pourquoi est-ce que je n'écris pas la constante? Parce qu'elle va disparaître dans la différence. Alors, grâce à ça, cherchons f de 3. On remplace x par 3. Moins 27 sur 3, ça fait moins 9. Plus 3 au carré 9 fois 2, 18. Moins 3 fois 3, 9. Plus c. Donc, ça fait c. Parce que moins 18 plus 18, ça s'en va. Après, on va chercher f de 1. Alors, f de 1, ça fait moins 1 tiers. Plus 2, moins 3, plus c. On peut oublier c, je l'ai dit tout à l'heure. Alors, ça fait combien tout ça? 2 moins 3, ça fait moins 1. Donc, moins 3 tiers. Moins 1 tiers, ça fait moins 4 tiers plus c. Et maintenant, on va appliquer cette formule.
Donc la surface de 1 jusqu'à 3 égale f de 3, le voilà, moins f de 1. Donc ça fait c moins 4 tiers plus c. Et finalement, la surface qui commence à 1, qui finit à 3, entre la courbe et l'axe des x, est égale à plus 4 tiers. C'est-à-dire environ 1,33. Voilà l'unité de surface, et celle-là vaut 1,33 environ. Et voilà. Encore un exemple. Alors, j'ai f de x égale x2 moins 2x moins 2. Voilà. Quelle est la mesure de la surface qui commence à 0 et qui finit à 2? On peut traiter ça sans faire la figure. Alors, on va chercher d'abord la primitive, pour ensuite appliquer la formule f de b moins f de a. Alors, grand f de x égale x3 sur 3 moins 2x2 sur 2, ça fait moins x2, moins 2x plus c. J'ai besoin de f de 2, de f de 0. Alors, f de 2, parce que ça fait primitive pour 2, moins primitive pour 0. Alors, f de 2, ça fait 8 tiers, moins 4, encore moins 4, plus c. Moins 8, ça fait moins 24 tiers, plus 8 tiers, ça fait moins 16 tiers, plus c. Maintenant, f de 0, on remplace x par 0, il reste c. Donc, la surface ici, qui commence à 0 et qui finit à 2, égale grand F de 2 moins grand F de 0, eh bien on le fait, la constante disparaît, et ça fait moins 16 tiers. Tiens, la surface est négative, que se passe-t-il? Alors je vais construire la parabole pour justifier. x2 moins 2x moins 2. On a besoin de son sommet, S. De coordonnées moins b sur 2a. Moins 2 sur moins 2, ça fait 1. Et d'ordonnées 1 moins 2, ça fait moins 1. Encore moins 2, ça fait moins 3. Donc, cette parabole présente, puisque a est positif, un minimum, et le sommet a pour abscisse 1, le voilà, 1, et pour ordonner moins 3, moins 1, moins 2, moins 3. Si x vaut 0, f de 0 vaut moins 2. Voilà, moins 2. Je prends le point symétrique. Et j'obtiens comme ça ma parabole. La voilà. Et vous voyez que la surface S est ici maintenant. Elle est en bas. Et on a dit que la mesure de la surface depuis 0 jusqu'à 2, la voilà. La voilà, cette surface. Je vais la achever. Depuis 0 jusqu'à 2, mais elle est en dessous. Donc, regardez, un élément de surface. Le voilà, un élément de surface. C'est ds égale f de x qui multiplie dx. f de x est négatif. Et dx, eh bien, pour aller de 0 jusqu'à 2, tous les dx sont positifs. Donc, finalement, vous voyez que s, comme ds, est négatif. C'est pour ça qu'on a ici moins 16 tiers. Alors, j'arrête. Le paragraphe suivant s'appelle l'aire arithmétique. Et attention, beaucoup d'élèves font des confusions avec les différents mots. Aire arithmétique, la surface, le domaine. Je vais préciser toutes ces notions. Alors, qu'appelle-t-on domaine? Voici une courbe tracée dans un repère, l'axe des x, et les deux parallèles d'abscisse A et X, parallèles à l'axe des y. Qu'appelle-t-on domaine? On appelle domaine toute cette région qui est là. Ici, si la courbe est en dessous, voilà le domaine, c'est une région. Et ce domaine a une surface algébrique S.
quel est le signe de S? Pourquoi est-ce que je dis que S est algébrique? Nous avons vu au début du cours qu'il y a 4 cas différents. Les voilà. Premièrement, voici la courbe, bien sûr. A précède X et l'ordonnée est positive. Quelle est la règle qui nous donne le signe de S? La voilà. Le signe de S est celui des DS qui la composent. Et il y a 4 cas. Ici, par exemple, voilà une surface élémentaire, DS, de mesure DS. Et DS égale f de x, le voilà, f de x que multiplie dx. C'est l'aire d'un rectangle très fin. Voilà le dx, il est là. Donc, ds, qu'on appelle l'aire élémentaire, c'est l'aire d'un rectangle de hauteur f de x, de largeur dx. Donc, quel est le signe de ds ici? F de x est positif. Dx, regardez, on va de A jusqu'à x, vers la droite. Donc, les différents dx, des éléments de surface, sont positifs, puisqu'on va vers la droite. Dx est positif. Donc, ici, ds est positif, et s aussi est positif. Ici, f de x est positif. Y égale f de x. Vous voyez que f de x est positif. Et voici un élément de surface. Le voilà. Alors, f de x est positif. Pour aller de A jusqu'à x, vers la gauche, les différents dx, de quoi? Ce sont les différents dx des ds. Les voilà, les différents ds. Alors, les différents dx sont négatifs. Donc, ici, ds est négatif, donc s est négatif. Là, s était positif. Et ici, S est négatif. Continuons, ça nous fait une petite révision. Quel est le signe de S ici? Eh bien, voilà un ds. F de x est négatif. Dx, on va de A vers x à droite. Donc, les différents dx sont positifs. Donc, vous voyez que ds est négatif. Moins par plus, ça donne moins. Donc, ici, la surface est négative. Et ici, quel est le signe de S? Voilà un ds, le voilà. C'est très facile, vous pouvez le retrouver au brouillon vous-même. F de S est négatif. Et dx, regardez, on va de A vers x. Donc, les différents dx sont négatifs. Et moins par moins, ça donne plus. Donc, ds est positif et S aussi est positif ici. Donc, vous voyez que ce ne sont pas des mensonges. En mathématiques, la surface S est un nombre algébrique. Parfois positif, parfois négatif. Et si on a par exemple ce cas-là, eh bien, là on a S1 et S2. Eh bien, S1 est positif et S2 est négatif. Et pour avoir la surface depuis A jusqu'à X, eh bien, on compte algébriquement S1 et S2. Donc, je dirais S égale S1 plus S2. Par exemple, voilà l'unité d'air. S1, supposons S1 égale plus 20 unités. S2, ici, égale moins 8. Supposons. Moins 8 unités d'air, puisque S2 négatif. À quoi est égal S depuis A jusqu'à X? On va ajouter algébriquement plus 20 et moins 8, c'est-à-dire 12. Plus 20, moins 8, ça fait plus 12 unités d'air. Et ici, eh bien ici j'ai tracé une courbe qui présente une symétrie par rapport à B. Voilà ici S1 et ici S2. Puisque la courbe C d'équation y égale f de x présente une symétrie par rapport à B, c'est que, en valeur absolue, ces deux domaines ont une surface en valeur absolue la même. Donc, ici, S égale S1
plus S2, en raison de la symétrie et du fait que S1 soit positif et S2 négatif, eh bien oui, ouvrez vos grands yeux, S est égal à 0. Parce que, en valeur absolue, S1 et S2 sont des surfaces égales, mais de signes contraires, et la somme est égale à 0. On rencontre très souvent ce cas en électricité dans le courant alternatif. Et voilà. Alors, qu'appelle-t-on domaine? On appelle domaine la région qui est comprise entre la courbe, l'axe des x et les deux parallèles d'abscisse A et x, parallèles à OY. Voilà un domaine, voilà un domaine. Voilà ici le domaine, ça et ça, le domaine. Maintenant, ce domaine D a une surface S qui est algébrique. Et voici les 4 cas. Ici, on a vu S positif, ici, S est négatif, ici, S est négatif, et ici, S est mesuré positivement. Positif. Et si on a les deux, bien sûr, dans une courbe, eh bien, cette partie a une surface de A à B positive, mais de B à X négative. Par exemple, si on a ici plus 20 et moins 8, la surface entre A et X, depuis A jusqu'à X, eh bien, elle sera égale à plus 20 et moins 8, ça fait plus 12. Et cas extrême, regardez, voici le graphique d'une courbe qui présente une symétrie par rapport à B. Donc, ces deux régions ont la même surface en valeur absolue. Mais celle-là doit être comptée positivement, celle-là négativement. Donc, la surface de A jusqu'à C, eh bien, elle est égale à 0. La surface algébrique. Et maintenant, l'aire arithmétique. L'aire arithmétique, c'est l'aire sans compter le signe. C'est la valeur absolue de S. Voilà. On appelle l'aire arithmétique la mesure de la surface indépendamment de son signe. C'est-à-dire, finalement, la valeur absolue de S. Alors, ici, S est positif. Donc, l'aire est égale à S. Ici, la surface est négative. Donc, son aire est égale à moins S. Parce que A, c'est la valeur absolue de S. Donc, si S est positif, ou égal à 0, bien sûr, l'aire est égal à S. Et si S est négatif ou nul, eh bien, l'aire est égal à moins S. L'aire est une grandeur sans signe, qu'on appelle arithmétique. Par exemple, on dira, l'aire est égal à 3 mètres carrés, l'aire est égal à 15 cm carrés. On ne parle plus du signe. Mais attention maintenant, attention. Si on demande l'aire depuis A jusqu'à X, ici, depuis A jusqu'à X, que vaut cette aire? Là, elle vaut 20, mais ici, l'aire est égale à 8, donc je dirais 20 plus 8. Donc l'aire est égale à 28 unités d'air qui est ici. Et là, eh bien, l'aire est égale à S1 et S2 est négatif. Donc, on va ajouter moins S2. Par exemple, si là on a 20 unités d'air et ici on a 20 unités d'air, eh bien, l'aire depuis A jusqu'à C sera égale à 40. 40 unités d'air. Donc, lorsque la courbe passe au-dessus et en dessous plusieurs fois, quelle est l'aire depuis A jusqu'à B? Eh bien, ici, cette partie a une aire positive, ici, l'aire est négative, là, l'aire est positive, et ici, l'aire est négative. Alors, quelle est l'aire? D'abord, la surface. La surface S depuis A jusqu'à B est égale à la somme algébrique de ces aires, c'est-à-dire S1 plus S2
plus S3 plus S4. Mais l'air depuis A jusqu'à B, ce sera S1 positif, donc S1, S2 négatif, moins S2, S3 est positif, plus S3, S4 est négatif, ça fera moins S4. Et voilà, terminé le paragraphe sur l'air. Alors, je vous remercie et je vous dis à la prochaine séance.